Cette vidéo est une présentation de La Pioche boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe. Et aujourd'hui, je pars une nouvelle série de vidéos qui sont des tops des dernières années. Donc, on va commencer aujourd'hui avec un top de 2011. Donc, les jeux sortis en 2011. C'est des top 5. Donc, on va vraiment avec la crème de la crème pour moi. Bien évidemment, c'est un top qui me représente, je pense qu'on va voir arriver certains jeux qu'on n'a pas nécessairement vus dans d'autres tops que j'ai fait. C'est sûr, ça va se recroiser un peu avec le top 100 que j'ai déjà fait par le passé. Donc, top 5, on parle ici, top 5 sur 11 ans, parce que dans le fond, 2011 à 2021 qu'on va faire. Donc, ouais, il y a 11 ans là-dedans, 11 années là-dedans. Qu'on va présenter, donc 55 jeux au total. Il n'y aura pas de mention spéciale non plus. Ça va vraiment être de 5 à 1 dans chacune des vidéos. Et je vais vous présenter des images, peut-être des segments de vidéos aussi ici, comme j'avais déjà fait avec mon top 100. Je pense que c'était bien apprécié lorsque j'en ai fait des vidéos, que vous puissiez voir aussi les images de ces 10 jeux-là. Sinon, je vais mettre des images tout simplement pour au moins bien représenter les jeux le mieux possible. Avant aussi de se lancer dans les différents tops, si vous l'écoutez en audio, c'est tout à fait normal que ça remplace l'actu ludique une semaine sur deux. Donc, l'actu ludique va être réespacé. Ça faisait beaucoup, j'ai maintenu un bon rythme, mais ça faisait très chargé à faire. C'est quand même assez demandant faire ces actus ludiques-là aux 2 semaines. Donc, je voulais l'espacer un petit peu. Il y a sûrement des changements aussi qui vont arriver sur la chaîne prochainement. Là, je suis en train de réfléchir à certains éléments. Puis, je vais préparer aussi une vidéo là, bilan des dernières années. Là, ça fait plus ou moins 5 ans. Je n'ai jamais eu de date officielle de début de la chaîne en tant que telle. Là, théoriquement, ça fait plus que ça parce que j'ai déjà uploadé des vidéos avant 5 ans, mais on va faire un petit topo de tout ça, puis on va parler un peu de ce qui s'en vient aussi sur la chaîne. Alors, on commence sans plus tarder le top 5 des jeux qui sont sortis en 2011. En 2011, j'étais pas encore rentré dans cette folie des jeux de société. De mon côté, ça a plus commencé en 2014. Donc, les tops 2011, 2012, 2013, ça reste des jeux que, bien sûr, j'ai pas joué à leur sortie, mais que j'ai joué par après au courant des années qui ont suivi mon entrée dans le monde du jeu. Il y a certains jeux que ça peut arriver que j'ai déjà joué une fois, mais que j'ai quand même un bon souvenir de ce jeu-là, malgré tout. C'est sûr que dans les années comme ça, 2011, quoique 2012, je l'ai préparé aussi déjà, puis il y avait du bon stock que j'aime beaucoup, donc ça a été plus simple. 2011, un petit peu moins chargé en termes de jeux que j'avais joué nécessairement. De mon côté, peut-être une vingtaine de jeux que j'avais joué dans cette cuvée-là de 2011. Et donc, c'est ce qui va représenter mon top 5. Alors, sans plus tarder, le numéro 5. En 5e position, on retrouve un jeu québécois, d'un auteur québécois et d'un éditeur québécois. C'est un jeu du Scorpion masqué et des auteurs Philippe Baudouin et Pierre Poisson-Marquis. C'est le jeu Québec. Donc Québec, en plus, qu'on a entendu de plus en plus de vent entre les branches qui parle d'une réédition de ce jeu-là. Donc ça, très attendu de mon côté. Un jeu effectivement que, et côté visuellement, n'attirait peut-être pas beaucoup de joueurs. Même la boîte est un format un peu hors standard qu'on est habitué de voir, là, une boîte rectangle qui prend certaines places. Le nom du jeu aussi peut-être peut porter, pas nécessairement à confusion, mais on dirait que peut-être pour un public plus élargi, ça semblait peut-être trop jeu Québec, là. Des fois, on a un petit préjugé sur le nom, mais sincèrement,
Si vous avez jamais joué à ce jeu-là, et en plus, moi, c'est un jeu que j'ai découvert, en fait, que je connaissais de nom, mais qui ne m'attirait pas plus que ça dans mes débuts, sachant pas trop c'était quoi, puis on dirait que j'étais pas poussé à aller voir qu'est-ce que c'était. Et j'écoutais un podcast qui s'appelait AV Cardboard, que j'écoute plus ou moins, plus ou moins ces temps-ci. Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'écouter, mais je suis encore leur chaîne YouTube. Et tout ça pour dire que il avait parlé de ce jeu-là, le jeu Québec. Donc, c'est un podcast américain qui parlait du jeu Québec. Et là, ça m'a intrigué plus. Je suis allé voir un petit peu plus d'informations. Je me suis procuré le jeu. Je l'ai joué à plusieurs reprises. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, préférablement à partir de 3 joueurs. Il y a une variante dans le fond pour jouer à 2, mais 3 à 5, c'est vraiment l'idéal pour ce jeu-là. C'est un jeu relativement une complexité moyenne avancée. Là, on parle de 3 sur BGG, 2,98, donc pas très complexe à maîtriser, mais il y a quand même des aspects super intéressants dans le jeu. Le concept, c'est qu'on va construire la ville de Québec, on va construire des bâtiments à chacune des années, donc des siècles plutôt, donc 1600, 1700, 1800 et 1900, qu'on va construire différents bâtiments. Il va y avoir différents aussi personnages d'époque qui vont être qui vont faire certaines actions. Et on va avoir aussi, dans la construction des bâtiments, mais on va aller influencer, dans le fond, dans les différentes sphères, les 4 sphères. Je me souviens plus toutes des 4 sphères. C'est le culturel, le religieux, politique et le commerce. Donc, j'ai retrouvé les 4. Donc, dans ces 4 sphères-là, et il y a un principe vraiment intelligent de fin de manche pour marquer les points, donc lui qui sont les plus influents dans les différentes sphères. Et on va commencer toujours par un secteur en particulier. Et lui qui remporte la majorité dans la sphère va basculer des cubes dans une autre sphère. Donc, on peut faire un enchaînement comme ça de cascade, bien planifier nos choses pour réussir à faire des points le plus possible. C'est vraiment une mécanique que j'ai pas vue souvent. En fait, je l'ai juste vu dans ce jeu-là, mais de mémoire pour avoir écouté Pierre Poisson en parler dans des différents podcasts. De mémoire, cette mécanique-là était basée sur un autre jeu de mémoire. Mais en tout cas, on l'a pas vu souvent, cette mécanique-là, que je trouve vraiment intelligente. Ce concept-là de basculement, de planification, de comment on va placer ces choses. Puis chaque bâtiment aussi qu'on va construire va avoir une certaine quantité de requis en termes de cubes qui va avoir plus d'impact ou plus ou moins d'impact, des pouvoirs spéciaux aussi. Donc vraiment un jeu, belle complexité, mais une simplicité dans les règles aussi. Donc une belle conception que j'ai bien hâte de voir si la réédition va bien se faire de ce jeu-là, faire une beauté, remettre ça sur le marché, puis c'est certain que je vais promouvoir ce jeu-là que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est le numéro 5 de 2011. En quatrième position, on retrouve un jeu que j'imagine dans mes autres tops que je vais faire, ça va se retrouver moins souvent, que c'est un jeu que j'ai seulement joué à une reprise, mais qui me reste en tête et que j'ai jamais rejoué, mais que il faut que je rejoue à ce jeu-là. Donc c'est pour ça qu'il reste quand même là, présent. Puis quand je l'ai vu sortir dans la QV 2011, je me souviens pas la date qui était sortie. Je me dis, ah ça c'est un jeu qui, pour moi, est excellent et bien apprécié aussi par beaucoup de gens. C'est un Stefan Feld d'une complexité de 3,65. Environ 60-120 minutes par partie. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé. 2 à 4 joueurs. C'est le jeu de Trajan. Donc, Trajan, c'est un jeu salade de points à la Stefan Feld dans lequel on va aller chercher de l'influence, des points de victoire en fait, dans différentes sphères, à Rome tout simplement. Donc, on va avoir différentes actions possibles pour influencer dans le commerce, le militaire, etc. Et on va, comme ça, placer des éléments sur le plateau de jeu pour faire différents points dans les différentes sphères. Mais la mécanique principale qui m'accroche vraiment puis qui reste en tête puis qui reste en tête de beaucoup de joueurs, c'est la mécanique de Mancala pour
sélectionner les actions. Donc, il va y avoir des petits cubes de couleurs dans les différentes coupoles. Une espèce de petite rondelle que je vais placer certainement ici et dans laquelle on va choisir un des petits pots. On prend tous les cubes, on les déplace un par un et à l'endroit qu'on termine, qu'on place le dernier petit cube, ben, c'est là qu'on va faire l'action. On va avoir des actions bonus si on place la bonne couleur de cube avec une action spéciale qui est associée. Et tout ça pour nous donner des points, bien évidemment, faire les différentes actions. Donc, vraiment, cette mécanique-là principale qui reste en tête, qu'on veut rejouer. Moi, en tout cas, c'est une mécanique que j'aime bien de mon côté. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'il était en 4e position pour 2011. Comme je mentionnais, je n'ai pas joué énormément de jeux en 2011, mais il m'a resté accroché quand même. Et c'est un jeu que je dois rejouer, c'est certain. Une des raisons principales pourquoi il n'était pas dans ma collection, c'est parce qu'il n'y a pas de mode solo officiel. Il y a des modes solo non officiels que j'ai jamais essayé non plus, mais toujours très intéressant. Stefan Feld, j'aime bien ce qu'il fait aussi. En général, pas tous les jeux, mais en général, j'aime bien ce qu'il fait également. Donc, en numéro 4, c'était Trajan. En 3e position, on retrouve un jeu que je n'ai peut-être pas joué autant que je voudrais à ce jeu-là. Principalement parce qu'il est quand même long à jouer, à mettre en place des règles pas nécessairement très simples, pas nécessairement les mieux écrites. Ça reste un jeu qui a topé des très bons scores dans le classement. Là, il aurait descendu un petit peu dans le classement BGG. C'est un jeu d'une bonne complexité. On parle de 4.33 sur 5. Un jeu de 60 à 240 minutes. Donc, puis le 60, je pense pas qu'il est très réaliste. 1 à 4 joueurs, donc lui, il y a un mode solo. C'est un jeu que je possède encore, que ça fait quand même longtemps que je n'ai pas joué, pour plusieurs raisons, dont le fait qu'il est long et qu'on veut essayer toujours des nouveaux jeux, bien évidemment, dans mon cas. Et donc, je parle ici de Mage Knight. Donc, Mage Knight, c'est un jeu tellement excellent. Juste dommage que ça soit quand même long à jouer, mettre en place et surtout de retourner dans ces règles-là. C'est ce qui fait un peu son défaut que j'aurais de la misère à me remettre dedans sans repasser quasiment au travers du livret de règles en ce moment, vu que ça fait quand même plusieurs années que je n'ai pas joué. Mais je garde de très très bons souvenirs de ce jeu-là. Et peut-être un jour, c'est sûr que je vais essayer de le ressortir. Ça reste toujours des parties super le fun. Je me souviens d'une partie de 4-5 heures en solo qui s'était terminée, qui me manquait 1 point de dégâts pour réussir à battre le dernier château, le dernier monstre dans le château, pour remporter la partie. J'essayais avec mes cartes de trouver un agencement de solution. Incapable. J'ai passé quasiment 20 minutes à essayer de trouver une combinaison qui allait me faire en sorte que j'allais réussir à battre le dernier monstre, malheureusement. Non, c'est un jeu principalement, si vous ne le connaissez pas, d'exploration sur le territoire. On va découvrir de nouvelles tuiles, de nouveaux châteaux, des donjons, etc. On va se promener, on va augmenter notre deck de cartes principalement. C'est ça qui va nous faire rendre plus fort. Il y a un principe de saison aussi, si je ne me mêle pas. On va chercher des artefacts, des habilités, des pouvoirs spéciaux donc dans notre deck de cartes pour justement battre les différents monstres, battre les différents châteaux. Et il y a différents objectifs, là, il y a plusieurs scénarios possibles, donc justement qui vont moduler la durée des parties et qui vont faire en sorte qu'on va gagner ou non le dit scénario. C'est un jeu coopératif qu'on peut jouer de façon compétitive aussi, de mémoire, mais non, je me souviens plus à 100%. De mémoire, on peut jouer de façon compétitive aussi. Ouais, exactement. On a des façons compétitives de jouer, des façons coopératives et des modes solo également. Donc, c'est ce qui fait la beauté de ce jeu-là. On peut vraiment le jouer un peu dans tous les formats de jeu. Alors, Mage Knight, c'était le numéro 3 de ce top. En 2e position, on retrouve un jeu que j'ai joué à quelques reprises au courant des 5-6 dernières années, que j'aime ça rejouer de temps en temps, que j'ai pas dans ma collection, mais
que j'ai joué dans des événements avec des gens qui avaient le jeu. Et c'est un jeu que, sincèrement, on me propose une partie. C'est sûr que je veux rejouer à ce jeu-là. C'est un jeu d'une complexité avancée moyenne de 3, 60-90 minutes. Je trouve que c'est un bon temps de jeu pour des jeux de type euro. C'est un jeu de type euro. Salade de points. 2 à 4 joueurs. Encore là, pas de mode solo, donc pourquoi il peut ne pas se retrouver dans ma collection? C'est souvent une des raisons. Et c'est un jeu qui se nomme Village, Villages, Village, ouais, Village. Et en français, c'est Descendance, si vous avez joué avec la version française du jeu. C'est un jeu dans lequel on va avoir une famille, principalement, qui va aller faire différentes actions dans la ville. Il y a le clergé, le crafting, il y a du pèlerinage, du voyage qu'on peut faire. On va aller aux étables aussi, à l'église. Donc, il y a tout ça qu'on peut faire pour différentes actions possibles. C'est une mécanique, on va aller chercher des cubes d'action qui vont nous permettre de faire les différentes actions dans les différents lieux. Il y a des zones que c'est plus payant d'être un objectif à long terme, d'autres c'est vraiment des petits points faciles à aller chercher, c'est très salade de points, très euro. Et un concept super intéressant dans le jeu, c'est que nos meeples, nos villageois vont décéder. Donc, et pour des points de victoire. Donc, il y a une façon aussi de les faire mourir à des moments opportuns pour aller chercher plus de points de victoire, une espèce de roulette de temps qui détermine comment on va jouer nos actions, comment notre descendance va arriver également. Donc, c'est avec cette roulette-là de temps personnel qu'on a au courant du jeu. Donc, c'est ce que je me souviens principalement du jeu. C'est pas un jeu que j'ai joué souvent, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. Très salade de points, une mécanique intéressante de sélection d'actions tout le monde peut se faire un peu voler ce qu'il veut faire comme action, vu que c'est des cubes qu'on va récupérer sur le plateau. Et il y a tous les spots aussi, les endroits qui sont spécifiques pour la mort. Donc, il ne faut pas manquer notre coup non plus là-dessus. Donc, il faut bien faire notre descendance aussi. Donc, beaucoup de belles réflexions dans ce jeu-là. Village, qui est mon numéro 2. En première position, on retrouve un jeu qui fait quand même beaucoup jaser récemment, vu qu'il y a une réédition qui s'en vient sur GameFound très prochainement par Awaken Realms, mélangé avec Ravensburger Alea. C'est un jeu d'une complexité moyenne avancée de 3, 30 à 90 minutes, encore là un temps de jeu très intéressant, 2 à 4 joueurs. C'est un jeu que se possède et qui a des variantes solo non officielles et des variantes solo dans la nouvelle boîte qui date de quelques années. Je parle bien sûr ici des Châteaux de Bourgogne, de Castle of Burgundy, un autre jeu de Stefan Feld, donc deux Stefan Feld dans ce top-ci. C'est un jeu, je n'ai pas vraiment besoin de... je vais voir mes notes, mais pas les notes, mais les infos BGG, mais c'est pas un jeu que j'ai besoin de notes pour en parler. J'ai joué plusieurs parties récemment. Donc principalement, c'est un jeu avec des dés, dans lequel ces dés-là, on va les brasser pour aller faire chercher différentes pièces à mettre sur notre royaume. Donc, premièrement, il faut aller chercher les pièces dans les zones 1, 2, 3, 4, 5, 6. On les amène dans nos salles d'attente et après ça, avec nos dés encore là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut les placer dans différentes zones du plateau qui sont déjà prédéterminées. Les plateaux peuvent être différentes configurations pour tous les joueurs dans une même partie. Et on va tenter de fermer des zones de terrain le plus rapidement possible parce qu'elles sont plus payantes à fermer en début de partie. À chaque manche de jeu, le score diminue. Le bonus de score pour fermer une zone de jeu diminue. Par contre, les grandes zones vont être plus payantes à fermer. Donc, il y a une espèce de balance à faire entre essayer de fermer les petites zones de 1-2 rapidement parce qu'elles vont être plus payantes comme ça qu'à la fin de la partie. Et les grandes zones, même si ont un bonus moins intéressant, mais si on réussit à les fermer quand même, ils vont être assez payantes aussi. Et même si c'est un jeu avec des dés, on a des options des bâtiments qu'on va construire qui vont nous donner des +1, -1 à jouer sur nos dés. On peut aussi tout simplement dépenser un dé à notre tour de jeu
pour aller chercher 2 plus 1 moins 1 qui vont nous aider plus tard dans la partie. Ça arrive qu'on doit le faire, malheureusement, mais principalement, ça reste très stratégique. Même s'il y a un petit peu d'hasard avec les dés, des fois on peut être un peu plus chanceux que d'autres joueurs dans une partie, mais c'est pas ça qui va vraiment changer le cours de la partie. On a tellement d'options, c'est juste de bien choisir selon les dés qu'on va lancer, quel ordre on fait les choses, quelle tuile on va chercher, quelle tuile on place sur notre plateau. On a une salle d'attente de 3, donc on peut quand même avoir un petit buffer, si vous me permettez l'expression, de choix qu'on peut faire. Ça, comme à un moment donné, on va être un peu bloqué si on a trop de tuiles en attente, on n'est pas trop capable de les placer, ben c'est là qu'on va peut-être dépenser un dé pour 1 plus 1 moins 1, 2 plus 1 moins 1 pour jouer plus tard. Il y a quand même plusieurs, de mémoire, il y a 6 manches par ronde de jeu, donc ça fait beaucoup de lancer de dés quand même au courant d'une partie. On va avoir aussi des marchandises à les vendre également au marché qui vont nous donner des pépites qui vont nous permettre de refaire, d'aller chercher des tuiles dans le milieu qui, elles, coûtent des pépites, mais qui ne coûtent pas de dés, donc ça permet aussi de faire des meilleurs choix de tuiles qu'on veut vraiment, mais qu'on n'avait pas nécessairement les dés pour. Donc, vraiment des choix comme ça qu'on va retrouver dans les châteaux de Bourgogne. Oui, c'est un jeu qui était pas super beau, mais moi, je l'aime bien. Je le trouve simple. Là, ils sont en train de faire, vous l'avez vu passer, j'en ai déjà parlé, une réédition. Oui, le graphisme va être beau, ça je suis d'accord. Mais quand je vois la tour en plastique dans le plein milieu du plateau, c'est le dernier update qu'on a reçu hier, je me dis, ben pourquoi? Pourquoi ça? De un, elle va me gosser, en bon québécois, parce qu'elle va me cacher des choses, je vais être obligé de regarder, si je veux placer des tuiles, je vais juste l'accrocher, elle va juste être dans le chemin pour placer mes éléments. Là, ils sont en train de travailler sur un double layer. Pourquoi? J'ai jamais entendu personne dire j'ai tout déplacé mes tuiles au château de Bourgogne. C'est impossible de scraper totalement ta feuille de jeu en l'accrochant. Là. Tout est déjà coloré, tu sais pas mal où ce que ça va aller là, si tu l'accroches un peu ta feuille. Là. C'est pas Terraforming Mars que là je peux comprendre que effectivement tu as des marqueurs, des trackers qui peuvent porter à confusion si tu accroches un peu ta feuille, là ça va. Mais là, pour les châteaux de Bourgogne, sincèrement, je ne la comprends pas. Ils ont fait des espaces pour mettre des dés pour pas qu'ils bougent, mais tu veux juste les mettre à côté de ton plateau, les dés. Tu n'as pas besoin de les mettre à cet emplacement-là. Même les marchandises aussi, dans des encaveurs, mais ça sert absolument à rien. Là, tu peux les... En tout cas, je ne m'emporterai pas là-dessus, mais je trouve qu'ils sont allés trop loin là-dessus. Bon, l'idée, c'était aussi qu'ils voulaient avoir les feuilles, normalement, de royaume sont distribuées aux joueurs au début de la partie. On ne tombe pas tout nécessairement avec le même dans une partie avancée. Là, ils ont fait en sorte que tout le monde peut avoir le même, mais ça fait une grosse pile de feuilles qui va rentrer là-dedans, qui va faire en sorte. Déjà là, quand je voyais la pile, c'est sûr que le coup va exploser avec ça. Ça va être lourd. C'est une pile de tuiles que tu n'as peut-être pas nécessairement besoin. Là, c'est un peu... j'ai l'impression que ça s'en va vers de quoi d'assez coûteux pour un jeu qui ne coûte pas très cher à la base, une nouvelle édition. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais 40, 50, 60 $ max. Dans ces eaux-là, puis il faut que ça reste dans ces prix-là pour un jeu accessible comme ça, qui est excellent. En tout cas, c'est une version de luxe, ça va peut-être plaire à certains. Le nouveau graphisme, je l'aimais bien. Quoique je trouve que ça change rien pour moi. J'aime ma copie encore du jeu. J'ai même mon ancienne version. Donc, mais bon, c'est vers là qu'on s'en va. Ça a l'air. Fait que faut vivre avec. Là, la campagne part bientôt. Ils vont mettre plein de stretch goals. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont mettre là-dedans, mais c'est comme j'ai bien l'impression, avec la grosseur de boîte de stretch goals qu'ils ont présenté, qu'il va y avoir de la figurine là-dedans. C'est mon intuition, mais peut-être pas. À voir. Donc, ça ressemble à ça. Là, je me suis emporté vraiment ailleurs. Mais les châteaux de Bourgogne, ça reste pour moi mon jeu numéro 1 de 2011. Qu'est-ce qui est sorti en 2011?
C'est un jeu que j'aime rejouer. Là, je le rejoue un petit peu plus sur BGA aussi. Donc, un excellent jeu, facile d'accès, facile de compréhension. Après une partie, on comprend bien. Ses variantes aussi sont le fun. Les châteaux de Bourgogne, le jeu de cartes, le jeu de dés. Un jeu, un univers vraiment super, super bien fait. Donc, c'est le numéro 1 de ce top, les châteaux de Bourgogne. Alors, c'est ce qui conclut ce top 5 des jeux sortis en 2011. On va se retrouver dans un prochain épisode pour le top 5 des jeux sortis en 2012. Théoriquement, si je suis mon remplacement avec les actus ludiques, ça devrait être dans un mois, dans 4 semaines. On va voir, peut-être que ça ne sera pas ça également, mais minimalement, ça va être au moins dans un mois qu'on va voir le top 5 de 2012. Et donc, sur ce, on va se revoir très bientôt. Je vous invite aussi à aller visiter boutiquelapioche.com, ma boutique de jeux, pour faire vos achats. Si vous avez des demandes spéciales, écrivez-moi tout simplement. Je vais regarder si c'est disponible. Je peux malheureusement pas tenir tout le stock en inventaire. Et donc, on se revoit dans une prochaine vidéo pour un prochain top, un prochain comment jouer, un prochain partie en solo. Donc, à bientôt. Merci encore. Bye bye.